Je vais te laisser la main pour démarrer cette table ronde flotte publique et flotte privée. Quelles solutions pour les gestionnaires? Et je reviendrai pour les questions de nos internautes tout à l'heure. À tout à l'heure, Marc. Merci beaucoup. Bienvenue. Comme Marc l'a dit, nous entamons cette 5e table ronde. Flotte publique et privée, quelles solutions pour les gestionnaires? Alors, j'ai le plaisir de vous présenter donc, nos invités. Nous avons Lionel André. Vous êtes directeur des moyens généraux et du patrimoine de la ville d'Alès et d'Alès Agglomération. Nous avons Guillaume Cerdan, de la métropole de Lyon. Vous êtes ingénieur en charge du parc et du garage officiel et des véhicules en autopartage. Vaste mission. Éric Couvez, vous êtes conseiller délégué de Nantes Métropole en charge des véhicules propres. Nous avons aussi Marc Becqueret, directeur général des services de la Dordogne. Et enfin, Emmanuel Flao, qui nous parlera du Retrofit, société que vous avez montée pour rétrofiter les véhicules utilitaires légers. Je rappelle brièvement les règles du jeu. Je vous rappelle que vous avez tous 5 minutes. C'est court, je ferai le gendarme, je m'en excuse à l'avance. L'idée est que, justement, pour le dernier quart d'heure, Marc puisse venir avec les questions qui auront été posées pendant vos interventions et vous-même, si vous souhaitez réagir à ce qui a été dit parmi nos intervenants. Je vais commencer avec vous, Lionel André. Vous êtes directeur des moyens généraux et du patrimoine de la ville d'Alès et d'Alès Agglomération. C'est vrai que dans toutes les conférences précédentes, on a parlé du verdissement des flottes. Je crois qu'à Alès, vous avez plus de 500 véhicules. C'est une question toute simple, mais comment on passe aujourd'hui d'une flotte principalement à énergie fossile à une flotte, vous m'avez dit vous-même, à énergie positive? On gère comment cette transition? Alors en fait, c'est un travail déjà de longue haleine, parce que acquérir des véhicules à énergie propre, c'est pas juste un coup de tête, c'est une véritable réflexion qui est préalable à l'ensemble des solutions qu'on va aborder. Je vais essayer d'aller très vite pour vous parler des solutions, même s'il est important de vous expliquer comment nous avons fait. La première des choses qu'il faut faire, c'est effectivement connaître avec précision la composition et l'état de son parc de véhicules, à la fois les types de véhicules, la nature, l'âge moyen, l'état des kilomètres parcourus pour chacun des véhicules, les temps d'utilisation et d'immobilisation, la possibilité de mutualiser les services. Voilà, ça c'est vraiment la vraie première étape à faire qui va nous permettre aussi de nous poser les bonnes questions sur quel type de véhicule à énergie propre on va pouvoir intégrer dans cette logique. Voilà. Je vous avoue qu'au tout début, la problématique des véhicules électriques, puisque nous avons eu le premier véhicule électrique en 1999, donc c'était un véhicule dont je tairai la marque, mais qui avait de grosses batteries, très peu d'autonomie, donc on avait eu tort d'avoir raison trop tôt. Mais on a essayé aussi le gaz naturel de ville où on a été un petit peu déçu à l'époque, toujours pour les mêmes raisons. L'idée, c'était aujourd'hui d'avoir effectivement un parc électrisable, mais d'avoir des véhicules électriques et surtout fiables. Parce que les collectivités, les établissements publics ont cette obligation de maintien, de continuité de service auprès du public. Il est indispensable de pouvoir compter à tout moment et à toute heure sur ces véhicules qui, aujourd'hui, commencent à avoir une certaine autonomie et nous assurent une certaine sécurité de ce côté-là. La deuxième chose à dire, c'est effectivement connaître les coûts de fonctionnement pour, lorsque l'on va remplacer des véhicules à énergie fossile par des véhicules propres, que ça rentre dans la réflexion de l'élu en disant, voilà, effectivement, le coût d'acquisition est beaucoup plus élevé qu'un véhicule classique ou dit classique, mais on va s'y retrouver soit sur l'entretien, sur l'approvisionnement, sur la maintenance, sur les frais accessoires. Et ça, c'est quelque chose qui doit rentrer en compte pour la réflexion et pour être une aide à la décision des politiques qui sont souvent moteurs de ce choix-là. La dernière étape, c'est effectivement, au regard de l'ensemble de ces connaissances, de rationaliser le parc, c'est-à-dire d'inclure les véhicules, nous principalement les véhicules électriques aujourd'hui, dans comment allons-nous travailler sur des solutions nouvelles et adaptées aux besoins de nos services. Voilà. C'est-à-dire établir un plan pluriannuel de remplacement et de renouvellement, incluant des véhicules propres, alors principalement électriques, mais ça peut être aussi au GNV, peut-être demain l'hydrogène. On attend un petit peu, et c'est vrai qu'Alès Aglo essaie d'être en avance sur ce sujet-là, même s'il est très en avance, et de réfléchir aussi quels sont par nature les véhicules qu'il faut privilégier en remplacement,
Est-ce les véhicules légers? Est-ce les véhicules utilitaires? Nous avons aussi travaillé sur d'autres modes de déplacement tels les scooters électriques ou les vélos à assistance électrique qui permettent pour la plupart de nos agents de ne pas avoir systématiquement une automobile. Et ça fait partie effectivement de l'ensemble des possibilités sur un parc. Voilà. L'idée aussi un petit peu nouvelle, c'est que nous avons installé des poules de véhicules ou des espaces de prêt de véhicules qui permettent de donner aux agents un accès à ces véhicules pour des besoins de service, un libre service, donc à toute heure et à tout instant, principalement avec des véhicules électriques aussi, en fonction des kilométrages qu'ils auront renseignés au préalable. Et ça nous permet effectivement d'une part de réduire la flotte anciennement classique pour des véhicules électriques. Donc, on fait des économies d'un côté, mais aussi on travaille sur des véhicules, on va dire, propres, et c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire réduire, mais tout en offrant le même niveau de service et la même qualité de service pour les agents et au final pour les usagers de la collectivité. Nous avons également… Vous m'avez dit en préparant l'émission, oui. Même si on verdit la flotte, il ne faut pas rêver, l'électrique remplacera partout. Il y aura toujours quand même pour certains déplacements, la voiture thermique tout à fait. aux normes d'aujourd'hui, mais ne va pas disparaître du jour au lendemain. Tout à fait. Alors, mes collègues le diront aussi. Aujourd'hui, on a un petit peu de mal à trouver sur le marché des véhicules électriques utilitaires. Et là, effectivement, quand on sait qu'une flotte, une collectivité, c'est peu ou prou 30% de véhicules de type citadine et 70% de véhicules utilitaires, nous avons encore des grosses marges de progrès sur ce domaine-là. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les véhicules ne sont pas électriques. Et effectivement, j'ai entendu précédemment parler d'alternatives de mixité énergétique. Peut-être aussi, ce sera un sujet pour les véhicules utilitaires d'avoir un mix énergétique entre de l'électrique et du carburant ou éventuellement du bioéthanol. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On arrive au bout des 5 minutes. C'est court. On prendra dans la deuxième partie. Guillaume Cerdan, vous êtes ingénieur en charge du parc officiel et des véhicules en autopartage de la métropole de Lyon. Ça représente 1450 véhicules. Je crois que c'est vous qui avez le plus gros parc dans cette assemblée. Et en préparant l'interview, très nettement, vous m'avez dit, mais nous, on teste tout en fonction des usages et des besoins. Je veux dire, vous êtes un mini laboratoire de la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la métropole de Lyon ? Oui, c'est un peu ça. En fait. Nous, on a 1425 véhicules, que du véhicule léger, inférieur à 3,5 tonnes. Sur ces 1425, on a toujours été un peu motivé sur le GPL. Ça a été une technologie qu'on a beaucoup adoptée, qu'on maintient encore. Nos bénéficiaires savent utiliser, nos mécaniciens savent les entretenir. Donc, c'est une technologie qu'on conserve. En 2010, on a commencé l'électricité avec les premières Zoé, les premières C0. On maintient. Aujourd'hui, on en est à peu près à 160 véhicules électriques, du Kangoo, du Berlingo. On va faire l'acquisition du premier Kangoo Z2. Là, on attend pour l'année prochaine. Donc, on reste aussi bien sur cette technologie. Moi, il y a 2 ans, j'avais aussi envie de me lancer un peu sur le GNV, puisque le GNV, je trouvais qu'il y avait une logique parce que la métropole de Lyon avait commencé à faire un peu de méthanisation et remettre du GNV dans le réseau. Et je trouvais que c'était logique pour nous aussi d'utiliser cette technologie. Donc, on a 50 véhicules au GNV. C'est une technologie qui marche très bien. Peut-être un bémol sur les approvisionnements, les stations, qui sont peut-être un petit peu pas assez réparties sur notre territoire quand même, qui est assez grand. Et comme on a quand même on travaille par secteur, on n'arrive pas à déployer cette technologie un peu de partout. On fait aussi un peu d'hybride. On a une vingtaine d'hybrides. Alors, en fait, l'hybride, on s'interroge un peu sur cette technologie puisque c'est une technologie moteur thermique, véhicule électrique. Donc, voilà. Aujourd'hui, on se pose quand même la question parce qu'on a quand même un parc sur nos 1425 véhicules qui roule peu puisqu'on a aussi implanté un pool en autopartage de 265 véhicules. Sur ces véhicules, ils roulent à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5000 km par an. Donc là, on est vraiment dans la même logique que Alès. C'est du véhicule électrique, ça convient tout à fait. C'est en plus de l'autopartage, on est plutôt sur des citadines, c'est des gens qui les utilisent pour de la réunion. Donc vraiment, là, on essaye de se lancer vraiment sur l'électrique, sur cette gamme-là. Mais effectivement, aujourd'hui, le catalogue est un peu restreint. On sait que les utilitaires, voilà, on pêche un peu sur cette gamme de véhicules
Et voilà, on aurait un objectif, nous, d'être plutôt autour des 35% en véhicules purement électriques ou hydrogène. Bon, là, pareil, on va attendre un petit peu que l'hydrogène se développe, puisqu'il n'y a qu'une seule station sur notre territoire, 59 communes. Donc, pareil, là, ça va compliquer un peu le système pour nos équipes. Il ne faut pas quand même qu'elles traversent tout le territoire pour se réapprovisionner, puisque là, ce sera un non-sens en termes écologiques. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Juste une précision, vous parliez du GNV que vous avez mis en tête. Quels sont les constructeurs ou quels constructeurs aujourd'hui qui proposent des véhicules au gaz, au GNV, notamment dans les VU? C'est quelle flotte que vous avez? Comme on utilise énormément le prestataire UGAP, hein, c'est une centrale d'achat. Donc, on a utilisé les caddies en Volkswagen pour tout ce qui est petit utilitaire. Donc là, des très bons produits. Les utilisateurs sont assez satisfaits de cette gamme de véhicules en petites camionnettes. Et sinon, on est sur de l'Iveco pour les fourgons en GNV, pour les équipes voirie et propreté. Où là, pareil, le véhicule est c'est une marque plutôt utilitaire, donc il vit assez bien la souffrance des équipes chantier. Donc, c'est plutôt un bon produit et la technologie est assez fiable. Le seul bémol, comme je disais, cette technologie, c'est l'autonomie, en fait, qui reste quand même, contrairement, voilà, on est sur des 200 km. Donc, il faut quand même avoir un point d'approvisionnement quand même pas trop éloigné. On est en train d'installer une station pour être autonome sur cette thématique, justement pour être vraiment plus efficient sur cette technologie et pouvoir encore développer le GNV. Car comme je disais, il y a quand même une logique. Moi, je trouve que comme on réinjecte du biogaz dans le réseau, de pouvoir l'utiliser, c'était vraiment cohérent pour moi. Ok, écoutez, merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Éric Couvez. Vous êtes conseiller délégué de Nantes Métropole en charge des véhicules propres. Alors, vous avez les mêmes problématiques que nos deux prédécesseurs, sauf que vous, en préparant l'interview, vous avez la chance d'avoir une station hydrogène qui existait déjà quand vous avez repris vos fonctions, qui est au dépôt de bus de la Tanne. Donc, j'allais dire, vous testez l'hydrogène grandeur nature pour le verdissement de votre flotte. Comment ça se passe? Oui, alors, bon, donc, effectivement, donc, nous avons la chance d'avoir une station hydrogène sur le territoire de Nantes Métropole, hein, qui a été faite par l'intermédiaire d'un consortium entre donc, Nantes Métropole, la Sémitane, EFR, EDF et MH2, hein, dans le cadre d'un programme H2M2 européen. Cette station est en service depuis 2019. Cette station, elle permet d'alimenter, donc de produire 80 kg d'hydrogène, donc ce qui permet, au regard des véhicules qui sont en tout cas utilisés, hein, type Kangoo, hein, notamment principalement, d'alimenter une petite flotte à base d'hydrogène. Bon, sachant que maintenant, effectivement, il faut que les communes qui sont présentes, les 24 communes de Nantes Métropole, également puissent investir dans ce type de véhicule, parce que, bon, pour rappel, ce sont des véhicules électriques et l'hydrogène est aussi une prolongation électrique, hein, du véhicule. Donc, c'est aussi important de le préciser, l'atout que peut avoir l'hydrogène. Après, derrière, effectivement, la question de l'hydrogène en particulier, hein, c'est que, bon, si on regarde de manière objective, les Pays de la Loire sont alimentés essentiellement par de l'énergie nucléaire, bon, sauf à me démontrer le contraire. C'est une énergie qui, en tout cas, n'est pas carbonée. Mais au-delà de ça, on voit bien que la question de l'hydrogène gris, notamment sur d'autres sites, hein, qui peut être utilisé par d'autres types de véhicules, hein, y compris, prenons l'exemple, nous avons le Navibus, qui est un bateau qui franchit donc l'Erdre. Et donc, on est obligé d'alimenter par l'hydrogène en bouteille. Ceci étant, pour revenir sur la question des énergies, et notamment l'hydrogène, pour la verdir, ce qu'il faut aussi réfléchir, et c'est un des sujets sur lesquels nous pencherons, puisque nous sommes à proximité du hangar des bus de la Sémitane, pour couvrir effectivement de panneaux solaires
les bus, de façon à faire en sorte que l'énergie qui est l'ENR, qui sera produite et injectée dans le réseau Enedis, puisque là on sera en toute proximité, être injectée dans le cadre de la fabrication à travers l'hydrolyseur qui est installé pour fabriquer cet hydrogène. Bon, je prends ce sujet en particulier. Vous m'avez dit aussi, parce que je trouvais ça très intéressant, vous essayez d'avoir une réflexion globale sur l'origine de l'énergie, c'est-à-dire au-delà des techniques. Et par exemple, vous ne fermez pas la porte au biodiesel à base de colza, je précise, vous allez dire, mais il faut encore, vous disiez vraiment, en fonction de nos besoins, j'essaye de voir tout le cheminement et ce qu'on peut faire de l'énergie avant, après, pendant. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. C'est qu'on a d'ailleurs, oui, nous, l'alimentation en biodiesel de nos véhicules diesel, hein, à hauteur de 30%, notamment sur certains poids lourds, hein, y compris nos véhicules diesel légers qui sont alimentés au B7. Bon, voilà, on voit qu'il faut travailler sur ces questions, sur l'origine des produits. Il ne faut pas que, par exemple, le biodiesel, il faut qu'on ait la garantie de la traçabilité de sa production. Et notamment, si on regarde, il peut être issu de plusieurs sources, comme par exemple de l'huile de palme. Et aujourd'hui, bon voilà, ça fait pas partie des critères qui sont pris en compte pour le choix de ce type de carburant, mais plutôt une énergie émanant du colza, où on voit qu'on peut aussi, à travers la pollinisation qu'elle engendre, le miel qu'on peut en faire, les intrants ou les tourteaux pour les animaux, on voit bien que ce colza, il peut être fabriqué localement en France avec l'agriculture qui peut se développer. C'est une filière qui peut travailler sur plusieurs angles. Et à la fois, on voit aussi qu'in fine, on peut aussi en faire du carburant. Et c'est quelque chose qui est important à regarder. En tout cas, il ne faut pas s'échapper de ce sujet, de cette discussion par rapport au devenir des énergies fossiles. Comme vos prédécesseurs, vous disiez, c'est malgré cette transition qui est en route, c'est pas la fin des moteurs thermiques sur les longues distances pour certains véhicules, notamment quand on a besoin de puissance, même si on passe avec le gaz. Il y a encore de l'avenir en tout cas pendant un temps, pour les véhicules thermiques. Oui, je crois qu'on ne pourra pas y échapper. Les véhicules aujourd'hui qui sont utilisés, malheureusement, on n'a pas encore, c'était dit tout à l'heure par Monsieur André, sur le fait qu'il n'y a pas de véhicules utilitaires aujourd'hui électriques, tout électrique. Bon, Ford est en train d'en sortir un, mais on voit par contre qu'on peut, prenons l'exemple pour revenir à l'hydrogène, prendre du master aujourd'hui qui est au même titre que le Kangoo alimenté à l'hydrogène. C'est un exemple, mais on voit qu'il y a encore du travail sur ces véhicules de diesel. Et alors, grâce au biodiesel, on voit qu'on peut en tout cas diminuer la part des particules qui sont envoyées dans l'atmosphère, parce que c'est quelque chose de très important pour les citoyens, bien entendu, de veiller à ce qu'on ait une qualité de l'air qui soit à la hauteur. Mais ceci étant, pour revenir sur les véhicules diesel du futur, si on est obligé d'en acheter, alors je pense qu'il faut qu'on regarde les moteurs qui sont aujourd'hui équipés, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une tendance serait intelligente de s'orienter sur le biodiesel et sortir de ce diesel émanant des raffineries. Voilà. Merci Éric Couvez. Marc Becqueret, vous êtes donc directeur général des services de la Dordogne et vous gérez le parc départemental de l'équipement. Alors, vous aussi, vous êtes confronté à la verdisation de votre flotte, mais vous m'avez expliqué quelque chose qui est assez particulier. Vous avez acheté la flotte et vous la louez j'allais dire, à vos utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? Parce que comme ça, on gagne en mutualisation et en usage et finalement en économie. Tout à fait. Donc, on est en tant que département, je dirais, dans une situation et avec une histoire un petit peu particulière, puisque nous avons hérité, dans le cadre de la décentralisation, donc du transfert des anciens services de la direction départementale de l'équipement. Et dans ce cadre, il y a à peu près 10 ans de cela, donc nous avons repris en gestion l'ancien parc de l'équipement. Hein. Pour faire simple, ce sont ces petites voitures oranges que l'on voit ou que l'on voyait
sur les réseaux routiers départementaux. Et donc, une fois que nous nous sommes appropriés donc cet outil, les composés des bâtiments, des ateliers, des véhicules, des personnels, nous l'avons transformé en termes de gestion financière avec gestion au travers d'un budget annexe, et nous avons modifié en fait le champ d'intervention de ce parc qui gérait essentiellement donc la flotte de véhicules affectés. C'est combien de véhicules ce parc? Aujourd'hui, à peu près 600 véhicules. D'accord. 600 véhicules légers et 250 véhicules utilitaires. En fait, on a adjoint la fonction initiale liée à la gestion de la flotte affectée à la surveillance et à l'entretien routier, l'ensemble de nos besoins, notamment, vous savez que les départements gèrent les services d'action sociale et que nos travailleurs sociaux, si on veut aller à la rencontre des usagers, doivent avoir des véhicules. Donc, en fait, nous avons opté pour effectivement un mode de fonctionnement un petit peu singulier où ce parc est désormais achète en fait le parc de véhicules qui sert à la totalité des services départementaux. Et ce parc est en même temps un loueur, ce qui permet effectivement de mutualiser notamment les véhicules légers, ce qui conforte en termes d'emploi l'activité du parc qui aujourd'hui fait travailler à peu près 80 personnes. Donc pour un département comme la Dordogne, c'est la taille d'une petite entreprise, c'est quand même significatif. Donc voilà, l'expérience pour nous, elle est extrêmement positive. Et donc après 10 ans de gestion, où l'objectif a d'abord été de pérenniser, de développer le modèle qui nous avait été transmis, aujourd'hui, effectivement, on est en train de préparer une réflexion pour engager le verdissement de la totalité de la flotte, puisque jusqu'à maintenant, on utilisait donc essentiellement du gazole. Et pour compléter mes propos, je veux indiquer que j'étais particulièrement attentif aux propos de l'élu de la métropole de Nantes, puisqu'il se trouve qu'en Dordogne, nous avons un parlementaire qui est particulièrement impliqué sur le suivi des initiatives nationales sur le développement de l'énergie à base d'hydrogène. Et donc, dans la réflexion que nous avons lancée, nous envisageons à titre expérimental, parce qu'effectivement, même si au plan technologique, on sait que les choses sont en voie d'être maîtrisées, en termes de coûts, les seuils de rentabilité sont absolument pas atteints, et que donc pour équilibrer, il faut être en capacité de percevoir des subventions. Mais nous sommes en train d'intégrer ça dans notre réflexion pour lancer une expérimentation à partir, donc, je dirais, d'hydrogène vert, soit produit à partir de la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la couverture de nos garages, ou en lien avec EDF, puisque se trouve qu'en Dordogne, nous avons 3 barrages hydroélectriques et que certains d'entre eux sont d'une certaine manière en surcapacité sur lesquels nous souhaitons travailler. D'accord, merci beaucoup Marc Becqueret. Je me tourne vers vous, Emmanuel Flao, le créateur de Retrofleet, le président de Retrofleet, donc qui est une société qui va rétrofiter notamment les véhicules utilitaires, donc enlever leur moteur essence pour leur mettre un moteur électrique. Donc j'allais dire, c'est peut-être vous qui avez le mot de la fin. Mais question toute simple, quel intérêt ont nos gestionnaires de parcs qui viennent de parler à passer chez vous et à transformer, alors je précise, c'est seulement des véhicules qui ont plus de 5 ans, leur flotte en électrique plutôt que d'acheter du neuf? Il est au niveau des coûts. En fait, nous, notre approche, en fait, elle est effectivement de convertir des engins thermiques en électrique, pas n'importe lesquels, plutôt des engins lourds et des utilitaires, parce qu'il y a un déficit d'offres, mais aussi que les producteurs, en fait, ont des petites séries, donc ils vont difficilement maîtriser l'électrisation de ce parc-là. Mais on y couple toujours une approche de recharge solaire, donc des solutions un peu plug and play, en tout cas, qui limitent le génie civil. Et c'est l'approche de la mobilité de l'énergie, en fait, que l'on met dans nos offres pour fournir finalement aux gestionnaires de parc un TCO,
Parce qu'au final, c'est ça qui est important, ça a été mentionné au tout début. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Le coût au-delà total du coût d'utilisation, d'acquisition qui doit être compétitif, c'est d'intégrer un coût d'entretien bien maîtrisé, de prendre en compte la structure de recharge qui peut être un impact significatif quand elle est mal dimensionnée, et puis de fournir aussi à travers le solaire un binôme en fait, entre la charge et l'énergie qui peut être consommée dans le bâtiment. En fait, on est quand même aussi dans le monde de l'autoconsommation et d'avoir des structures locales qui permettent de maîtriser ce TCO. Alors, le gros intérêt qu'on y voit pour les gestionnaires de flotte, c'est dire ce qu'on va retrouver pour les particuliers, hein, c'est un monde d'où je viens plus tôt, c'est qu'en fait, vous gagnez en autonomie, vous avez une visibilité sur les charges dans le temps. Et dans une période troublée comme celle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un atout assez important de pouvoir avoir cette forme de garantie sur des solutions assez durables. Les panneaux solaires, c'est durable. Les batteries, aujourd'hui, elles sont bien maîtrisées. Et donc, finalement, ce que vous avez, au final, c'est 1 euro par kilomètre solaire ou 1 euro par heure solaire, parce qu'on travaille aussi sur les engins industriels. Et Emmanuel, vous êtes allé un peu vite dans votre démonstration. Un rétrofitter. Emmanuel, vous êtes allé un peu vite dans votre démonstration. L'originalité de votre formule, c'est que vous proposez donc de rétrofiter des véhicules utilitaires, des masters par exemple, mais vous proposez aussi de mettre en place des stations de recharge solaires pour justement les gestionnaires de flotte, donc qu'ils aient à la fois leur point d'avitaillement à partir d'une énergie renouvelable. C'est très important, ça ne se propose pas aujourd'hui, vous le dites comme si c'était naturel, mais… Non, c'est vrai que c'est lié à un parcours aussi professionnel un peu particulier et puis avec mes associés, mais si vous voulez, la conclusion qu'on en a, c'est que la limitation souvent quand on va vers les flottes, c'est la recharge. C'est souvent largement impactant, notamment dans beaucoup de modèles d'affaires pour les flottes privées, mais aussi pour les flottes publiques. Du coup, maîtriser et garantir un CO final. Et l'autre point, c'est que quand on rétrofit, on est constructeur automobile, que je vais appeler nouvelle génération, mais du coup, on maîtrise parfaitement les communications du véhicule, ses capacités à dialoguer avec la charge, voire la décharge, parce que l'enjeu aussi, c'est d'avoir dans les deux sens, et de fournir finalement une solution clé en main dans une approche un peu mutualisée pour garantir au final ce qui importe, c'est de la garantie de fonctionnement, c'est de l'autonomie, c'est du coût maîtrisé dans le temps. Donc c'est vrai que c'est pas… l'énergie et inversement. Les constructeurs traditionnels ont quand même une tendance à faire de la boîte noire au niveau des engins, des véhicules. Et l'idée, c'est d'ouvrir ça justement pour avoir cette compétitivité. Ce n'est pas juste une vision, hein, ça existe. On a déjà un certain nombre de projets qui tournent. La partie recharge est plus rapide à mettre en œuvre. La partie rétrofit, et ça sera abordé ensuite par Arnaud, prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut homologuer. Mais je dirais les deux démarches sont liées aujourd'hui. Emmanuel, puisqu'on en… sur quel type de véhicule vous lancez? C'est sur quel type de véhicule utilitaire que vous avez proposé du rétrofit? Parce qu'il y a le problème de l'homologation. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Donc on est déjà sur le transport de personnes sur des cars et des bus. On a un projet ADEME qui a démarré sur la partie bus et on engage avec une société privée la partie car en revoyant le modèle d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir en données d'entrée quelle est l'autonomie cible visée. Alors pour les bus, on sait qu'il y a besoin de beaucoup d'autonomie. Pour les cars, il y a à la fois du périurbain, mais aussi de l'intra, des cars scolaires, où là, on va pouvoir trouver des autonomies cibles beaucoup plus faibles. Donc ça va amplifier d'autant la pertinence économique. Les véhicules lourds, pour nous, sont nativement liés à l'hydrogène. Il y aura toujours une dimension hydrogène. Il y a toujours des batteries lithium dans un véhicule hydrogène, dans tous les cas. Mais on l'aborde plutôt dans l'angle prolongateur d'autonomie. Un système pas trop gros, pas trop cher, pour avoir vite, malgré le coût de l'hydrogène, une équation économique qui va boucler dans les années à venir de façon, on va dire, prioritaire. Le deuxième axe, c'est les engins industriels. C'est beaucoup plus simple à électrifier, il n'y a pas d'homologation. Et vous avez globalement un moteur électrique sur une pompe hydraulique et des batteries. Donc, c'est des modèles qui vont nettement se développer. Et pareil, hein, sur les chantiers, il y a toujours cet enjeu solaire pour donner de l'autonomie aux charges de ce type d'engin. Et le troisième lot pour nous, où on est encore en recherche de partenaires, c'est plutôt sur les utilitaires légers, mais qu'on va flécher avec des autonomies maîtrisées. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de viser pour avoir encore une fois un TCO très agressif, non pas concurrentiel avec l'électrique neuf, mais avec le gasoil. On essaye d'envisager des cas d'usage avec nos clients où l'autonomie n'est pas un verrou. Ce n'est pas la solution unique. Et effectivement, il y a un mix de solutions. Le diesel n'est pas mort, le GNV a de la place. On apporte une composante supplémentaire dans les flottes.
Parce que, par exemple, il y a des volumes très significatifs de petits porteurs qui ont des besoins de 100 km d'autonomie. La livraison en centre-ville, c'est 40 km par jour sur des milliers de véhicules. Donc ça, c'est une donnée aujourd'hui qu'on adresse de façon différente des constructeurs traditionnels. Je vais donner juste un exemple un peu. Merci beaucoup. Dans ces équations économiques, les choses bougent. Je ne vais pas parler véhicules, je vais parler panneaux solaires. Le mètre carré de panneaux solaires aujourd'hui, c'est moins cher qu'un mètre carré de pizza. On va continuer le débat avec Marc qui a pris les questions du public pendant vos interventions. Est-ce qu'on a des questions, Marc? On a des questions, mais en même temps, je me réjouis qu'Emmanuel ait terminé avec des responsables des flottes des collectivités locales. Merci à vous tous d'être présents. On a quand même Lyon, on a quand même Nantes, on a quand même Alès, on a la Dordogne. On a compris que les départements ont hérité des flottes des DDE. Il y a l'apprentissage, il y a l'usage. Mais je rebondis sur ce qu'Emmanuel était en train de dire, parce que le rétrofit, c'est très très récent, hein, ça fait qu'un an qu'on a le droit de le faire. Donc on a compris peut-être sur les véhicules légers, ça ne sera pas évident, plutôt sur les lourds. Mais j'interpelle les responsables des flottes à interpeller vos propres présidents ou maires ou présidents d'agglo ou présidents de département, parce que demain, vous pouvez aussi suggérer que les bus eux-mêmes soient rétrofités. Et là, les départements font le transport des collèges. Vous avez aussi, pouvez exiger que sur les chantiers des collectivités locales, même pour refaire des routes, demain les engins de chantier soient rétrofités en hydrogène. Ça a été très bien dit par la pelleteuse avec le moteur hydraulique. Donc il y a le poids que vous pesez vis-à-vis des élus, vis-à-vis de la commande publique, au-delà de vos équipes, qui me semble très important. Mais on sait combien la commande publique est importante en France, pour d'abord donner l'exemple. Ensuite, on a quelques questions qui sont intéressantes. Moi, je voulais en poser une quand même à Éric Couvès de Nantes Métropole, parce que si j'ai bien compris qu'il y avait une belle orientation vers l'hydrogène et l'envie d'avancer aussi sur le biodiesel, notamment par l'usage du colza. Aujourd'hui, vous avez un parc de combien de véhicules à Nantes Métropole et quelle est à peu près la répartition entre diesel, essence et électrique ou autre? Alors, il y a 1600 véhicules aujourd'hui sur le parc de Nantes Métropole. Grosso modo, c'est dommage, je n'ai pas ça tout de suite sous la main. Il y a 400 véhicules qui sont de type lourd, hein, c'est-à-dire poids lourd engin. Il y a 800 véhicules VL, voilà, et puis 200 autres véhicules. Il faut regarder ça dans la dimension globale, mais prenons l'exemple des bus où on est au GNV. Aujourd'hui, on a 390 bus qui sont GNV sur 432. On a 22 bus électriques bi-articulés. On a 6 bus articulés hybrides diesel. Bon, voilà un peu la répartition. Elle est sur du GNV, sur de l'électrique, hein, puisqu'on a aussi notre tramway. Voilà, on est dans une métropole, en tout cas, qui a toujours voulu cette exemplarité en termes de mobilité durable. Bon, on le voit sur les véhicules, y compris les vélos à assistance électrique qui sont utilisés, les vélos cargo, la manière dont on permet aussi comment dirais-je, aux entreprises hein, d'approcher de l'hypercentre avec des véhicules électriques. Donc voilà, on a aujourd'hui tout un panel d'énergie qui sont utilisées et l'hydrogène, voilà, c'est la question de son développement, parce qu'il fait partie voilà, de la palette, et y compris dans le fait de rétrofiter, y compris des véhicules, on voit cette importance qu'il aura demain. Donc voilà, on pense qu'on est dans le bon tempo, comme on l'a pu l'être sur la question du GNV, puisque ça fait des années, en tout cas, que Nantes s'est lancé dans l'aventure. Donc là, des solutions. J'avais envie de poser une question à vous quatre, en tout cas responsables dans les collectivités locales. Comment a été vécu, d'ailleurs c'est une question de Juliette qui a été posée par Internet, comment se passe la conduite du changement auprès des agents municipaux? Parce qu'en fait, vous êtes les responsables des flottes. Tout à l'heure, Lionel, vous avez évoqué, vous avez été pionnier en 1999, si j'ai bien noté, vous avez eu un véhicule électrique et après vous avez dit on en veut bien, mais des fiables. Donc ça veut dire qu'on a
compris que c'était pas fiable. Et je crois que même c'est Max Roustan qui me disait qu'il y a 20 ans, celui qui allait conduire l'électrique, il visait ça comme une punition. Est-ce que tout ça c'est derrière nous ou il y a encore de la pédagogie à faire vis-à-vis de ceux qui vont utiliser vos véhicules et quel est votre rôle en responsable de la flotte par rapport d'ailleurs vis-à-vis de la direction des ressources humaines de votre collectivité à la pédagogie de ces nouveaux arrivants dans la flotte? Chacun, peut-être Lionel, puis Guillaume, Eric et Marc. Monsieur Roustan, maire, effectivement, il y a 20 ans, la personne qui était reléguée avait le véhicule électrique et elle était punie parce qu'elle avait peu d'autonomie. Aujourd'hui, ça mérite d'être dit parce que l'histoire le racontera un jour, vous imaginez, c'est incroyable. Tout à fait. Et d'ailleurs, personne... je ne sais pas, on va poser la question. Personne ne voulait le lui prendre d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, la mise en place d'espaces de prêt s'est accompagnée d'une formation à l'usage. En atelier aussi, parce que pour les employés municipaux, acheter un véhicule électrique, c'est quand même une charge individuelle lourde. Et ça nous a permis de démocratiser auprès des agents l'utilisation de ces véhicules électriques. Et aujourd'hui, on a un véritable effet pédagogique qui fait que, au-delà de l'éco-conduite, on a de plus en plus d'agents à titre privé qui se séparent de leurs véhicules anciennement classiques, on va dire, pour des véhicules électriques. Donc, on a un rôle... C'est ce qui dit beaucoup sur l'électrique, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Et je crois qu'il s'est passé exactement la même chose, Lionel, à la Poste, qui a acheté, qui est aujourd'hui la plus grande flotte électrique mondiale. Tu as un grand prix d'ailleurs international sur le sujet. Et c'est vrai qu'il y a des réticences. Je vais donner la parole à Guillaume, à Eric et aussi à Marc. Est-ce que cet apprentissage et cette formation, quelles que soient les motorisations que vous choisirez, ça fait partie de votre rôle en tant que gestionnaire de la flotte? Si demain il y a une hybride rechargeable qui arrive, une hydrogène, comment on va former l'agent à cette nouvelle automobile? On a un accompagnement, il y a besoin de... Nous, on forme... En général, il y a toujours une première étape qui est gérée en interne, en fait, puisque moi, j'ai une équipe toujours d'autopartage, donc on gère... en général, on a un premier usage, nous, et après, on le met à disposition à ou à des équipes, ou accompagné par la personne qui a utilisé. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie appréhension sur toutes les technologies, hein. Après, à partir de maintenant, aujourd'hui, il y a quand même le GNV, l'électrique, tout ça, c'est quand même rentré dans les mœurs. Donc, et après avoir essayé, ça communique beaucoup. Donc, ça, maintenant, c'est plutôt bien adhéré, hein. C'est plus réfractaire comme il y a quelques années. Auprès du personnel ex-DDE qui, depuis 10 ans, ont été transférés chez vous, imaginez de passer à l'électrique, puisque vous avez dit que vous êtes encore assez dieselisé. Il y a des craintes, des réticences, l'envie. Comment vous le sentez? Vous êtes prêt à faire le pari? On a compris que vous alliez verdir. Mais au-delà du verdissement de la flotte elle-même, il y a l'accompagnement des chauffeurs et de ceux qui vont l'utiliser. De la DDE, je dirais que les efforts en termes de formation ont porté sur le renoncement définitif à l'usage des produits phytosanitaires. Ça a été la base du travail, hein, et donc la conversion à des véhicules plus propres se fera sans difficulté. Maintenant, il est clair qu'il faut effectivement avoir absolument un volet de formation et d'accompagnement. Maintenant, je pense qu'on est en 2020, on n'est plus en 1999. Nos élus respectifs souhaitent qu'ils portent comme objectif. Et bien souvent, quand on met en circulation des véhicules un peu novateurs, on les habille de manière à ce que la politique publique soit visible. Et on est exactement dans une posture inverse pour les agents qui, en réalité, sont fiers de conduire le véhicule qui est identifié dans la ville ou dans le département comme étant un véhicule innovant qui contribue aux objectifs de développement durable. Ça, ils vont vite le comprendre. Moi, j'ai discuté avec des postiers il y a déjà 6 ans. Les premiers étaient inquiets. Et en fait, les habitants dans la ville, quand il n'y avait pas encore beaucoup de véhicules électriques,
se retournaient vers eux en disant mais c'est formidable, comment ça marche. Moi-même qui ai eu une hybride pendant quelques temps, quand j'étais à la campagne et je roulais en électrique, tout le monde se retournait en se disant ah mais ça fait pas de bruit, vous êtes sûr que ça marche bien. Donc il y a toutes les questions. Et puis aujourd'hui, vous l'avez vu avec la Covid. D'abord, vous n'avez peut-être pas suivi les orientations ce matin, mais depuis cette année, on a fait x3 sur le nombre de véhicules électriques vendus auprès du grand public. On passe en neuf de 2 à 6% du parc, ce qui est énorme. J'avais envie de me tourner vers Eric pour Nantes Métropole. Est-ce que d'abord il y a un parc aussi pour les élus, ou est-ce que les élus ont choisi le vélo ou le vélo électrique à Nantes? Il y a aussi la mobilité douce, bien évidemment, pour rester dans la commune. Si on part dans la région ou le département d'à côté, mais sur une ville comme Nantes, le vélo suffit ou le tramway? Alors, bon, je dirais qu'on est sur des logiques multimodales. Aujourd'hui, on peut très bien considérer que voilà, je pars de chez moi à pied, je prends un bus, ensuite j'arrive sur le tramway et puis je finis avec un vélo en location. Voilà aujourd'hui l'orientation qui est prise sur Nantes Métropole avec moins de véhicules de manière globale, hein, c'est-à-dire qu'on développe le transport en commun, on développe la capacité effectivement au vélo et au vélo à assistance électrique, eh bien, de pouvoir prendre la place des voitures, hein, parce que tout ça, ça permet aussi dans une réduction de la vitesse telle qu'elle a été faite à 30 km/h, quand on voit une ville apaisée, quand on voit une ville où on peut effectivement mieux respirer, voilà, tout ça c'est bon pour l'environnement. Et puis pour revenir sur les salariés aujourd'hui des collectivités qui passent, je prends l'exemple, hein, sur 509 véhicules, parce que j'ai retrouvé le chiffre, véhicules légers, j'entends, on a 41% des véhicules qui sont aujourd'hui qui sont propres, avec 60% en GNV, 21% en électricité et 19% en GPL. Donc ça veut dire que voilà, on est dans la multi-énergie au niveau des véhicules et que les gens s'adaptent, voilà, sans problème aujourd'hui, hein. Effectivement, on est. Les mentalités ont évolué. Si ce n'est pas les fonctionnaires territoriaux, c'est évident, c'est les enfants qui vont leur dire « Papa, je veux que demain tu aies une voiture électrique ou plus écologique ». J'ai une question très intéressante de Red and White qu'on avait déjà croisé à Alès, qui sont présents en Occitanie, et sur laquelle je rebondirai peut-être aussi sur les bornes de recharge ou sur l'avitaillement, sur la mutualisation. Il y a des entreprises qui, dans vos territoires, font du développement des personnes en milieu rural. Et de manière écologique, est-ce qu'on pourrait imaginer une mutualisation des parcs? Là, je vous bouscule. Et finalement, le parc de la DDE le week-end, pourquoi il ne ferait pas du transport de personnes si on voulait être sur de la mutualisation demain? Est-ce que c'est des choses, si chacun peut me répondre en une minute, spontanément, à titre personnel d'ailleurs, pas nécessairement dans des orientations, est-ce qu'on pourrait aller jusque-là pour, à 18h, il y a quelqu'un qui part du bureau, il laisse sa voiture de l'équipement ou de la collectivité devant la mairie, est-ce que cette voiture peut aller faire du transport collectif pour aller chercher d'un EHPAD ou des personnes âgées, aller faire des courses, mutualiser, baisser les coûts? Et ce qui est vrai, et la question qui est posée par Red and White, je veux aussi vous la poser à vous, est-ce que les bornes de recharge d'une mairie demain peuvent être mutualisées avec l'entreprise qui est en face? Il y en a deux à l'entreprise qui peuvent servir aux véhicules de la mairie, et ceux de la mairie peuvent-ils servir à d'autres? Voilà, c'est un des fils conducteurs qu'on a vu ce matin, et peut-être des choses qui ont coincé sur plusieurs sujets. Là, il y a le patron du GART qui nous a dit, j'ai vu une collectivité où les seuls endroits où on a installé une borne de gaz, la collectivité l'a faite et une entreprise l'a faite en face. Et tout ça, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement. Comment partager? Lionel? Non, je vois que vous avez levé la main. Allez-y. Tout le monde a levé la main. Allez, on va démarrer par Lionel, puis Guillaume, puis Eric, puis Marc. Et j'aurai une question à poser à Emmanuel Flao tout à l'heure. En quelques mots, puisque je ne suis pas spécialiste des bornes, mais effectivement, la complémentarité des sources d'énergie n'est pas nocive à l'ensemble du parc, qu'il soit public ou privé. Donc effectivement, pour ce qui concerne nos collectivités, nous avons notre propre parc de bornes, donc sur des sites privés. La problématique, c'est la refacturation, clairement. Si jamais on mettait à disposition des bornes électriques public, donc pour les véhicules de la collectivité auprès du privé,
Maintenant, tout est possible, hein, il y a des systèmes de cartes et autres, mais par contre, effectivement, la pluralité des distributeurs ne peut que générer un engouement pour les véhicules électriques. D'accord. Guillaume, votre avis sur Lyon? Nous, en fait, on a installé des bornes avec un système de cartes, justement, dans exactement ce qu'expliquait M. André. C'est donc, et on a des particuliers, alors c'est plutôt des utilisateurs chez des permettre c'est mi-public pour les collectivités, c'est ça, voilà. Donc nous, en fait, nos utilisateurs badgent pour les véhicules de service et puis les particuliers peuvent badger aussi pour leurs véhicules personnels. Pour les stations GNV, alors on se pose un peu plus, c'est un peu plus compliqué puisque là, c'est quand même des grosses installations. Donc ça sera le cas pour l'hydrogène demain. Vu les coûts, tout le monde y croit, mais moi, je pense que l'hydrogène public-privé serait une bonne solution en matière de partage, tout simplement d'investissement. Pour finaliser, on a aussi une étude en termes de télématique embarquée, justement, où on se posait la question de mettre en location notre parc en autopartage, puisqu'en fait, on a 260 véhicules qui dorment sur des parkings les week-ends et les soirs. Et justement, en effet, aujourd'hui, on travaille sur cette thématique. Écoutez, si vous avez creusé, vous savez que le Club des voitures écologiques est là, que l'autopartage est une véritable solution de mutualisation. Bien sûr, le véhicule partagé en covoiturage actuellement avec le Covid était un peu en panne comme le transport public. Nous espérons que tout ça ira mieux demain. Mais toute solution innovante, en effet, mérite d'être regardée. Qu'en pensez-vous, Eric? C'est des choses qui seraient acceptables par les élus de Nantes Métropole d'imaginer de partager des infrastructures pour baisser les coûts au moment où il y a moins d'argent dans les collectivités territoriales? Je pense qu'en plus, on est confronté à une réalité, c'est que aujourd'hui, vous le disiez, et j'ai vu passer plusieurs fois des questionnements de citoyens, y compris qui, durant l'été, là, posaient la question, voilà, je voudrais investir dans un véhicule électrique, mais est-ce qu'il y aura des bornes? Bon, donc sur l'agglomération, on en a installé à l'horizon 2021, on sera à 185 bornes qui seront installées sur les 13 silos, donc sur des sites de Nantes Métropole, pour permettre la recharge des véhicules, entre guillemets, au public. Mais il est clair que si on veut développer le réseau, y compris sur des terrains privés, à travers des privés qui eux-mêmes auraient des flottes électriques qui seraient en usage et on permettrait des échanges. Donc je pense qu'il faut travailler ces questions parce qu'il y a un intérêt commun dans tout ça. C'est l'intérêt du fait que on roule plus propre et on optimise des installations et des investissements. Et je pense que c'est bon aussi pour la planète parce qu'on fait le bilan CO2 de tout ça, ça a aussi son impact. Merci Eric. Marc, juste avant, je viens avec ce que vous venez de dire sur l'installation des bornes dans la table ronde d'avant. Mon cher Renaud, nous avons eu une responsable Géraldine de chez Enedis qui nous a rappelé, je ne suis pas sûr que tout le monde le savait, que Enedis va prendre en charge 75% de l'investissement des bornes des collectivités locales, mais que le 2021 vient d'être reporté à 2025. Ce qui vous laisse largement le temps d'investir et peut-être d'avoir l'espoir, d'ailleurs, entre autres grâce à ce levier, de tenir les 30 000 à 120 000 bornes d'ici 18 mois. Mais il faut profiter de cette situation pour avancer. Marc, comment vous voyez en effet cette possibilité en Dordogne d'imaginer, de se mettre autour d'une table avec des grandes entreprises qui ont aussi des véhicules, se dire tiens, si on partageait des investissements ensemble? Tout à fait. L'usage de mes véhicules, comme ça a été évoqué pour Lyon d'ailleurs. Tout à fait, c'est une hypothèse à laquelle nous réfléchissons, qui consiste à sortir du champ strict en fait de la gestion de notre flotte pour nos propres services, pour étendre donc cette proposition d'abord aux autres collectivités locales, aux services d'aide à domicile qui œuvrent dans le domaine du maintien à domicile où nous avons des responsabilités particulières et pourquoi pas effectivement auprès des plus grandes entreprises privées du département. Alors je ferai le lien, terminer et conclure avant qu'on écoute une interview, une allocution de son Altesse Albert de Monaco. Et Emmanuel Flao, tout à l'heure on a compris que dans le rétrofit des flottes, alors que ce soit pour les bus, il faut aussi l'installation de panneaux photovoltaïques, d'énergie qui arrive avec. Mais finalement, on a vu ce matin qu'on n'a pas besoin de centrales nucléaires de plus parce que si les voitures rentrent à 18h et ont encore 60% d'énergie, en fait elles peuvent restituer cette
cette énergie au réseau. Donc en fait, le véhicule électrique ou le bus électrique ou le bus rétrofité demain, ou l'engin de chantier rétrofité peut jouer finalement ce jeu de stockage de l'énergie pour la collectivité ou ceux pour qui il travaille. Emmanuel. La phrase et la fin, j'ai un petit problème de réseau, mais je crois que j'ai saisi la question. En gros, effectivement, l'approche que l'on a des véhicules électriques, pour nous, c'est surtout des batteries sur roues qui ont un intérêt assez colossal dans les futurs réseaux d'énergie, d'où l'intérêt aussi, par exemple, d'impliquer les syndicats d'énergie des différentes agglomérations concernées qui seront à même d'être des partenaires très forts de ces nouvelles mobilités, notamment dans le cadre des flottes. Pour le mot de la fin, je tenais sincèrement à vous remercier. C'était une très belle table ronde. On était dans le concret. On était avec vous qui êtes responsable des flottes, des équipements dans des villes de taille extrêmement différentes. L'ensemble des régions françaises était évoqué. Je rappelle aussi pour les rares véhicules que vous auriez en essence, que vous pouvez mettre des kits bioéthanol. Et en Dordogne, de mémoire, il y a du très bon vin, ou à Nantes aussi. Donc n'hésitez pas à aider vos viticulteurs à avoir de l'énergie locale, puisqu'on a eu 1 heure ce matin sur l'indépendance énergétique de la France. Sur ce, merci infiniment. Prenez soin de vous et merci d'avoir été présent à CERIV 2020. Merci à vous tous.